Bonjour et merci infiniment de nous retrouver encore ce jour sur Delta Santé. Rencontre échange l'émission Entretien qui décrit l'actualité de chaque semaine ici. Ce jour encore, on va parler de cette crise qui perdure chez nous au Togo avec cette feuille de route proposée par la CEDEAO. Comment donc la mettre en œuvre pour sortir le pays de cette situation actuelle? Eh bien, pour en parler, un autre son de cloche aujourd'hui, celui de OBU, Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, représenté sur mon plateau par son président en personne. Il s'agit de Dr Gabriel Mensah-Gomekodjo. Merci, Président, d'accepter notre invitation. Tout le plaisir pour moi et puis également j'adresse mes salutations et bonne écoute à vos nombreux téléspectateurs. Merci bien. Alors, on va parler de la crise sociopolitique au Togo, la feuille de route de la CEDEAO. Mais avant cela, comme cela se passe, c'est de coutume, comment se porte votre formation politique en cette période de crise qui n'en finit pas? Non, OBU se porte relativement bien. Relativement? Travail, oui, relativement, parce que nous aurions aimé donc, qu'elle expose donc, une santé beaucoup plus forte à la mesure de l'ambition que nous nourrissons donc, pour elle. Pour le moment, donc, nous suivons de près donc, l'évolution de la situation politique, mais en même temps, nous nous préparons de toute façon à une assise nationale pour débattre de la situation du Togo avec toutes les fédérations, peut-être à partir de là faire encore de nouvelles propositions. Et en même temps, nous investissons donc dans la préparation des prochaines élections législatives. Avec le chantier donc, est assez chargé pour nous, mais nous sommes déterminés à apporter notre contribution au dénouement de la crise qui secoue le pays. Et il ne faut pas oublier, et qui également de toute façon précarise de jour en jour la situation des plus vulnérables parmi nous. C'est ça, avec moins d'activité sur le terrain ou pas du tout? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une certaine mise en veille, n'est-ce pas, des activités politiques ces derniers temps, surtout. Oui, non, il n'y a pas de. Vous savez, généralement, de toute façon, c'est à chaque veille des élections qu'il y a une agitation. Pour autant, nous avons maintenu la flamme des réunions au niveau national et au niveau fédéral. C'est maintenant que nous sommes en train d'envoyer, si vous voulez, donc, à nos différentes fédérations, les messages qu'il faut commencer de pas à véhiculer sur le terrain pour mobiliser donc l'attention. Et puis, si la date du 20 décembre, donc, que le gouvernement annonce, tient, nous serons présents également dans les différents, dans les différentes fédérations, dans les différentes préfectures que nous aurons choisi du moins pour compétir, parce que nous ne pouvons pas investir de candidats du moins à l'échelle nationale. C'est ça. Et pourtant, OBU n'est pas né aujourd'hui ou hier. Oui, d'abord, c'est une question de moyens. Si je veux investir du moins dans 91 circonscriptions électorales, bon, il faudrait dégager les moyens conséquents. Donc, les préfectures dans lesquelles... Pardon? OBU n'en a pas, c'est un grand parti. C'est un grand parti, mais en fait, de toute façon, nous avons combattu, travaillé sur le terrain pendant une dizaine d'années, et ce n'est pas facile. Ouais. Donc, l'arène politique togolaise reste toujours un peu compliquée pour vous aussi? Moi, je dirais que c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Vous savez tout ce que donc, OBU a subi depuis sa naissance. On a refusé donc, de la reconnaître. Après, on a utilisé une disposition de la loi pour pouvoir exister. Après, quand nous avons voulu donc, compétir pour l'élection présidentielle, on nous avait retoqué donc, au niveau de l'administration territoriale. Il a fallu, du moins, que la Cour constitutionnelle donc, se prononce du moins en notre faveur. En tout cas, bref. Et puis, processus de dissolution, ça n'a pas été facile. Mais nous sommes debout et nous espérons que, en tout cas, les idées qui ont permis de faire germer donc OBU triompheront dans le pays. Parce qu'en fait, c'est des idées simples. Faire en sorte, du moins, que chaque Togolais puisse trouver donc, le cadre de son épanouissement, de son bonheur quotidien et qu'il puisse se projeter dans l'avenir parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons un rôle de transmission. Chaque génération arrive, transmet à la génération donc, qui suit, ainsi de suite. Donc, nous sommes de passage, mais il faut laisser quelque chose derrière soi. Et c'est, en tout cas, l'ambition du moins que OBU du monde porte. Et nous espérons que dans les mois et années à venir, nous verrons peut-être la réalisation de ces nobles idéaux pour le bonheur de tout un pays. C'est cela. Alors, donc, dans le vieux sujet, nous voulons parler de la crise sociopolitique qui est né, enfin, qui perdure toujours. Voici un an que des mouvements sociaux ont commencé. C'était un 19 août de l'an
dernier. Alors, un an après, quel bilan, quelle réflexion, quel résultat de cette marche toujours à la conquête d'une liberté que les Togolais cherchent Une liberté qui est toujours en fuite. en fuite, oui. Non, je dirais que la situation économique et sociale du pays s'est précarisée énormément ces derniers temps, lié au mouvement que nous avons observé pendant un an. En temps même, nous avons sonné, Allez-y. en temps, nous avons tiré sur la sonnette d'alarme en disant que nous avions déjà perdu, suite à des évaluations, plus de 400 milliards de francs. Je crois que c'est au bout de 5 mois de cette agitation sociale. Alors donc, voici un an que cette crise a commencé, c'était le 19 août de l'année dernière, et donc un an après, à votre réflexion, quelles leçons peut-on en tirer, quel bilan peut-on en faire? Bon, je dirais d'abord sur le plan économique et social que la situation est catastrophique. Nous avons perdu plusieurs centaines de milliards. 5 mois au commencement de la crise, au niveau de notre formation politique, nous avons fait une évaluation. On trouvait que le Togo perdait du moins plus de 400 milliards. Je dis 5 mois. Mais maintenant, il faut faire la projection sur un an et vous verrez du moins que nous avons beaucoup perdu. Il faut également faire inclure dans cette évaluation le nombre d'emplois qui ont été supprimés liés au fait que le désordre a amené certains magasins à fermer. Les activités du monde ont été au ralenti. Bref, je pense que sur le plan économique et social, nous avons davantage précarisé la situation. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'élément fondateur de cette crise-là, qui est partie de Sokolé, je crois quand même qu'il y a d'abord la précarité, un sentiment d'injustice, d'abandon, également qu'il ne faut pas oublier. Donc je crois que c'est ça qui a nourri la crise. Et ce qui fait que quand ça a commencé à Sokolé, eh bien, toutes les autres contrées également, où la demande sociale est forte, mais n'ayant pas trouvé de réponse, donc d'autres régions également sont rentrées dedans. Donc je pense que entre le 19 août 2017 et le 19 août 2018, je crois que la situation s'est davantage dégradée. Et c'est en cela que je trouve un peu désolant que les partis au dialogue, une fois revenus avec la feuille de route, devraient en principe s'activer, s'accorder sur l'essentiel. Et je pense que s'accorder sur l'essentiel aujourd'hui, c'est d'abord aller à l'Assemblée nationale, faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles, revoir le cadre électoral. Et si de toute façon il y a certaines dispositions du code électoral qu'il faut modifier, donc faire cela avant de toute façon d'engager, si vous voulez, la machinerie du monde électoral. Donc maintenant, je sais à ce niveau également qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il ne faut pas traîner. Donc ce que je ne comprends pas, c'est ceux qui ont été à ce dialogue qui reviennent nous dire à nous qu'on a privé du dialogue. Et justement, nous dire que non, qu'il y a un problème. Parce que la feuille de route qui a été publiée, que eux, qui avaient participé à ce dialogue, eux-mêmes ne comprennent pas, et qu'on demande que les facilitateurs viennent expliquer. Si à chaque fois qu'il y a des difficultés, nous ne pouvons pas nous asseoir autour d'une même table, comprendre les enjeux, ce qu'il faut faire, et qu'il faut attendre à chaque fois l'arrivée des facilitateurs, je me demande comment nous allons faire pour pouvoir en tout cas exécuter l'intégralité de la feuille de route. Je souhaite vivement que, en tout cas, le souci de la souffrance du pays puisse être intégré dans la démarche de ceux qui nous ont représentés au dialogue, afin que nous puissions aller vite, sortir de cette crise et ouvrir des perspectives, en tout cas, d'un avenir plus heureux de l'ensemble des Togolais. C'est cela. On va revenir peut-être en détail sur la mise en route de cette feuille de route. Mais avant, ça va parler de l'impact, n'est-ce pas, de ces manifestations sur le social et sur l'économie. C'est cela. Mais alors, est-ce que ces manifestations sont quand même jugées opportunes, parce que vous l'avez dit, mais d'une certaine frustration dans la population? Autrement dit, oui. La responsabilité et tout ça, je pense que c'est une responsabilité partagée. Oui. C'est une responsabilité partagée. Le chef de l'État lui-même avait pris la mesure de la situation lorsqu'il avait décidé que ce nouveau mandat 2015-2020 serait un mandat social. Mais je crois que
les politiques publiques déclinées n'ont pas été à la hauteur des attentes. Et donc, et nous-mêmes, nous avons donc sorti des communiqués, pris des positions en disant que le mandat social dont on a parlé là, les Togolais ne le sentent pas dans leur quotidien et qu'il faille faire des efforts. Et je crois quand même que ça doit être, c'est pas un 27 avril, le chef de l'État s'est exprimé en disant qu'il a instruit de nos ministres d'amplifier, si vous voulez, leur action dans le domaine social afin de soulager la souffrance des populations. Maintenant, moi je n'ai pas les chiffres pour savoir est-ce que les moyens dont ils disposent ne sont pas à la hauteur des défis, mais il dit quand même qu'aujourd'hui, la majorité des Togolais, en tout cas, souffrent. Maintenant, comment faire donc, pour s'en sortir? Voilà. Et donc, ça, c'est du côté donc, du pouvoir. Maintenant, du côté donc, de l'opposition. Oui. Bon, je pense que ces genres de manifestations, nous les connaissons au Togo. Moi-même, j'étais du moins un acteur donc, de ce mouvement. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter et aller à une table de dialogue. Faire durer donc, le mouvement avec les conséquences donc, sur le quotidien de nos compatriotes avant d'aller au dialogue n'est pas une bonne chose. Donc moi je dis, c'est une responsabilité partagée. Mais maintenant, le gouvernement et, comment je dirais, la C14, la coalition des 14 partis politiques, doivent se retrouver rapidement, s'accorder et se retrouver à l'Assemblée nationale pour implémenter donc, les réformes qui exigent l'intervention des députés et ensuite venir, en tout cas, équilibrer donc, la CENI. Quand je dis équilibrer la CENI, ça veut dire que les places vacantes laissées par donc, nos collègues de l'opposition qui puissent désigner des gens qui seront nommés à l'Assemblée nationale afin que ces délais puissent prendre part. Je l'ai dit parce qu'une élection, on peut la perdre donc, avec un fichier électoral pas juste. Et donc, le fichier électoral actuel pose problème. Tout le monde le sait. Les Togolais le savent, la communauté internationale donc, le sait aussi. Donc, au moment où on va commencer, donc par faire, je ne vais pas dire, comment dire, constituer un nouveau fichier électoral, si l'opposition n'est pas présente à chacune des étapes de ce processus, je crois quand même que nous aurons des problèmes demain parce qu'un fichier électoral, s'il n'est pas fiable et consensuel, il peut de toute façon être à la cause des problèmes, d'autres problèmes demain. Et donc c'est pour ça que moi je dis, si nous tous nous avons reconnu que le fichier de 2015, dont on a servi pour organiser les élections présidentielles, n'était pas fiable. Mais on a trouvé quand même un consensus sur le caractère non fiable de ce fichier. Je souhaite ardemment que tous les acteurs politiques s'associent avec ceux donc, de UNI pour toutes les démarches qui doivent conduire du moins à l'établissement d'un nouveau fichier électoral. C'est extrêmement important. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous ne pouvez pas voter. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous ne pouvez pas avoir la carte d'électeur. Si vous voulez que ça change, il faudrait que tous ceux qui réclament le changement puissent disposer de la carte d'électeur pour que le jour J, tout le monde se mobilise pour aller voter massivement le changement et vous l'aurez. Mais maintenant, si vous n'encouragez pas les gens à aller prendre et à aller s'inscrire, si vous ne suivez pas l'inscription et que, comme l'Union européenne l'a dénoncé dans un rapport, que telle préfecture, le taux de croissance, donc le taux de croissance démographique, du moins, a été exagéré. Si vous laissez donc les mêmes erreurs, les mêmes bourdes, donc s'incruster dans le nouveau fichier électoral, de toute façon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer lorsque donc, on publiera les résultats. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit, écoutez, il faut savoir faire la part des choses. Le fichier électoral est un élément essentiel dans le déroulé d'un processus. Dans les stratégies gagnantes, il faudrait également de toute façon regarder le fichier électoral. Si vous laissez le fichier électoral qui était truffé de fantômes et tout ça, en tout cas, se perpétuer, il n'y a aucune chance de toute façon pour le combat qui est mené collectivement par la majorité des Togolais d'aboutir. C'est ça. Alors, celui qui détient la clé de restructurer ce fichier électoral, de le corriger, c'est le gouvernement. Le gouvernement a donné ses responsabilités donc, à la CENI, à la commission des droits nationaux. Et le problème, c'est que la CENI, même dans sa composition actuelle, pose problème et c'est pour ça que la CENI... Non, c'est-à-dire que non, la composition de la CENI ne pose aucun problème.
la composition de la CENI répond à une disposition donc, du Code électoral. Le Code électoral dit que dans la composition de la CENI, il faut 5 de la majorité parlementaire, 5 de la majorité, 5 de la majorité parlementaire, 5 de l'opposition parlementaire, 3 de la société civile, 3 des partis extra-parlementaires, nous sommes à 16, et on prend, on désigne quelqu'un de l'administration. Ça fait 17. Mais maintenant, si vous voulez de toute façon changer cette disposition du Code électoral, la composition de la CENI, elle ne peut qu'être changée de toute façon par un changement de cette disposition du Code électoral à l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas crier dehors pour dire que nous voulons 8-8. Et puis on fait ceux qui disent cela. Mais allez le faire donc au niveau de choses, comment je dirais, au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis on fait quand on dit 8-8 là, ça veut dire que, oui, on fait un trait sur les partis extra-parlementaires, ça pose un problème. Parce qu'en fait, ceux qui disent ça, bon, il y a certains partis extra-parlementaires qui sont beaucoup plus importants que certains partis donc, de ces 14. Et donc, ceux qui disent donc oui, ça veut dire qu'également, la société civile n'existe pas. Donc, il faut savoir raison garder. Ça veut dire qu'ils veulent le 8. C'est-à-dire qu'il y a 17. Il y a 17 membres. Donc, un vient de l'administration générale. OK? Et puis, il y a 5 de la majorité parlementaire, 5 de l'opposition parlementaire, 3 de la société civile et 3 donc relevant donc des partis extra-parlementaires. Et donc, si vous dites 8-8, qu'il faut 8 de l'opposition, ça fait 8 de choses, ça veut dire qu'il y a plus de société civile. Et puis 8 de quelle opposition? L'opposition togolaise est plurielle. Il y a une partie qui est l'Assemblée nationale, l'autre partie qui est extra-parlementaire. Il y a certains qui sont radicaux, d'autres qui sont modérés. Et puis, qui détermine de toute façon le statut de l'opposition? Ça se détermine comment? C'est-à-dire, en principe, selon ce que nous avons appris du moins à l'école, si vous n'êtes pas dans un gouvernement, vous êtes dans l'opposition du gouvernement. Vous n'êtes pas au gouvernement. Et que vous partez à la conquête du pouvoir également, vous êtes dans l'opposition. Oui, on peut être aussi parti allié au gouvernement. Pardon? Si vous êtes parti allié au gouvernement, de toute façon, vous devez avoir des répondants dans le gouvernement ou dans l'administration. Nous ne sommes pas représentés au gouvernement. Et donc, je ne vois pas pourquoi. Parfois, on dit que oui, vos idées sont pas... Oui, le radicalisme, Agbomé l'a pratiqué. Et puis, en fait, bon, quand j'entends que oui, bon, voilà, c'est ceux qui ont marché, qui vont aller au dialogue, le problème de choses de réforme, qu'est-ce qui ont posé le problème des réformes au Togo ici? Peut-être avant notre génération, d'autres peut-être l'ont posé. Mais dans les années 2002, vous avez entendu les rénovateurs du RPT. J'étais où avant de poser ce problème? Je suis boudeur que ceux qui parlent comme ça, si j'étais à ma place, tu ne poserais pas ce problème-là. Moi, j'étais Premier ministre de la République. Je voyais les problèmes venir. Et j'ai dit, il est important du moins que nous puissions opérer des réformes. À l'intérieur. Mais à l'intérieur. Parce que d'une manière ou d'une autre... Et vous n'avez pas été écouté, n'est-ce pas? Je n'ai pas été écouté. Bon, mais ce n'est pas grave. Peut-être aujourd'hui, beaucoup de gens du monde comprennent du moins ce que je dis. Et donc, je n'ai pas de leçon à recevoir en disant que, ah oui, que c'est eux qui... Non. Ce qu'on demande au niveau de l'opposition, nous devons réussir. Il faudrait qu'il y ait une synergie entre nous. Parce que quand vous avez un code électoral comme celui que nous avons pour aller aux législatives, quand vous voyez le contexte comme ça, aller en rang divisé, vous perdez. Déjà même, les conditions ne sont même pas favorables à l'opposition. Alors, se donner encore le luxe de dire, oui, chacun va avoir sa liste, vous perdez même avant. Vous perdez même avant l'organisation des... Vous l'avez essayé en 2013, n'est-ce pas, lorsqu'il était question d'avoir des listes communes de l'opposition. Non, ce que nous avons fait en 2013, c'était à demi-teinte. Ce n'est pas ce que moi je voulais. Ce n'est pas ce que j'ai proposé. J'avais proposé du moins que Arc-en-Ciel et CST fassent une liste commune. Et là, nous serons proches de la majorité. Parce que de toute façon, c'est cette division-là que je ne veux pas reprendre une chanson de moi. Il ne faut pas être divisé, il faut être uni. Et donc, vous savez, si les prochaines élections, toute l'opposition, je dis bien, toute l'opposition ne se met pas ensemble, et c'est faisable? Il faut que chacun oublie ses propres intérêts, ses propres convictions, pour que nous disions que la seule cause qui justifie donc cette bataille, qui justifie ce sacrifice, c'est la souffrance du peuple togolais. Nous mettre ensemble. Si on ne se met pas ensemble et chacun conduit sa liste, je dis l'échec est consommé avant les élections. Vous avez un système électoral un peu alambiqué qui fait que le ticket qui permet donc d'avoir accès donc à l'Assemblée nationale, il est
à 4 000 voix à certains endroits, 15 000 voix à certains endroits, 30 000 voix à certains endroits, 50 000 voix à certains endroits. Et donc, quand vous êtes divisé, vous n'avez aucune chance. Je dis bien que le ticket d'entrée à l'Assemblée nationale, oui, c'est 15 000 voix à certains endroits, 20 000 à d'autres, 50 000 ailleurs, mais à d'autres endroits, c'est à 4 000, c'est à 3 000. Mais comment, devant un tel schéma, une telle règle de jeu, vous allez vous permettre de dire que, oui, moi, je suis le plus fort, je vais aller seul et je vais gagner. Je crois que donc, ça relève de l'hérésie politique, ça relève du suicide politique, ça relève du mépris de la seconde de la population. Et donc, j'ai dit, quelque chose qui vous divise, mettez-vous en place. Et certains peuvent dire qu'ils sont plus convaincus que d'autres, qu'ils sont plus propres que d'autres, qu'ils sont plus, comment je dis, plus démocrates que d'autres. Mais enterrez de tout cette querelle de clocher et mettez-vous ensemble pour de toute façon faire avancer la cause de la démocratie, de la justice, de l'état de droit dans ce pays. Tout autre chemin conduit à la bérésine. C'est ça. Et pourquoi alors vous faites cavaler seul? Puisque pour le moment, dans la C14, non, et quand vous étiez dans le FRAC, vous avez vu, n'est-ce pas, à côté des autres formations politiques, défendre une victoire, réclamer une victoire. Pourquoi ce changement de cap maintenant? Une question de principe et de justice. Au but, quand ils s'engagent sans calcul et pleinement. Vous savez ce que nous avons vécu donc au niveau du collectif Serons le Togo. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons été aux élections ensemble. Je prends Lomé. Lomé a été divisé en 10 zones. Gérard Adja, le vice-président du parti, du moins, a pris la zone d'Aflao. En termes de pouvoir de voix sur la liste de Grand Lomé, c'est sa zone qui est donc la deuxième. Comment, lorsqu'on établit, c'est parce que nous avons fait avec les responsables d'une formation politique donnée, que vous devinez, ensemble, au siège, donc au but, ce n'est pas ce classement-là qu'ils ont amené donc, au niveau de la CENI. Ok, ils ont déclassé les choses, mettre de tout temps, sans me provenir, Gérard Adja, je crois, à la 10e place. Oui, à la 10e place. Mais le gars, il ramène, c'est-à-dire qu'en dehors donc, de la zone Ablogamé et tout ça, premier pouvoir de voir où on a mis quelqu'un, alors que nous prétendons que nous avons plus de militants là-bas que la zone de Monsme de Sagbado, à Flao, bon, c'est Gérard Adja qui a mené donc, comment dire, le deuxième lot de suffrage. Jean-Pierre Favre venait en 3e position, donc avec Oyuakop et tout ça. Vous placez des gens moins qualifiés que Gérard Adja et le professeur Oulou, qui était de nous à la 9e place. Il faut qu'on soit sérieux. Et donc, je vous dis, donnez au moins à Gérard, si on a travaillé ensemble, il faut qu'on partage le fruit du travail. Vous refusez. Moi-même, visiblement et objectivement, les choses ont été truquées dans le Yotor. On m'a volé. Je criais au secours que j'ai été volé. Aucune voix ne s'est levée au sein du CST parce que le CST dit que nous ne réclamons pas. Je ne vois pas comment on peut aller aux élections. Et on sait les conditions dans lesquelles l'élection s'est retrouvée. Et on dit que non, oui, ils se contentent de ce qu'ils ont, ils ne font aucune réclamation. Bon, bref, on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas remonter au passé et savoir les raisons de ce comportement. Je connais toutes ces raisons, mais je ne les évoquerai pas ce soir. Mais je dis quand même que ce genre de comportement constitue, de mon dire, un manque de respect donc, pour l'autre. N'oubliez pas que Gérard Adja et moi, avant les élections, de temps, nous avons fait la prison. Pourquoi? Pour le feu, les incendies de Lomé et de Kara. Et de marché, oui, et Dieu. Les incendies de marché de Lomé et de Kara. Et Dieu sait si réellement, oui ou non, Adja et moi et d'autres, si nous étions de toute façon impliqués dans ce genre de, comment dire, de forfaiture. Et là, comment voulez-vous que vous êtes mis à l'écart? C'est pour ça que quand ils ont commencé leur histoire de C14, personne ne m'a appelé. J'ai cru entendre de la bouche du monde d'un sage que tel leader de monde devait m'appeler, dit, on peut appeler, comme le dit du monde, un sage qui du monde s'est passé du monde, mais de l'autre côté du rideau, je ne suis pas une mouche pour manger à la table de roi sans y être invité. Bravo, Collier, mon invité, nous parlons des faits de chez nous, à propos justement de la crise qui est perdue, de cette feuille de route. Alors concrètement,
venons-en à la feuille de route. Ça a été proposé par la CEDEAO sous l'invitation de la CEDEAO. Les recommandations sont donc sorties. Alors, A au but, comment vous les appelez ces recommandations? Est-ce qu'elles sont susceptibles de nous conduire au bon port lorsqu'on va les mettre en application, ou bien y a-t-il des réserves que vous portez par rapport à cette feuille de route? Question pertinente. Nous avons réagi déjà 2 fois depuis la sortie de cette feuille de route. Cette feuille de route peut nous conduire à trouver le chemin de sortie pacifique de crise si chacun a la bonne volonté de faire évoluer du monde la situation. Nous l'avons dit et répété. Vous savez, nous avons demandé la libération de ceux qu'on a mis en prison. En lien, bien sûr, avec les manifestations organisées par C14. Ceux qui sont en prison, retenez utilement que leurs parents aussi sont en prison. Ils sont en prison. Et ils ne sont pas libres. S'il veut voyager, il ne peut pas voyager. Si la personne qu'on a choisie dans la famille, qui doit de toute façon assurer le contact régulier avec donc, celui qui est privé de liberté, réellement, ça dit qu'il est mis en prison le matin, à midi, le soir, il faut qu'il en mène à manger. Et quelle est la situation que nous connaissons dans ce Togo-là aujourd'hui? Donc c'est une double peine. C'est-à-dire, ton frère ou ton parent donc, qui est emprisonné, ça te fait du monde déjà une peine. La double peine, c'est les charges récurrentes que du monde se met. Et comment dire, cet emprisonnement du monde se met entraîne dans ta vie. Nous avons demandé qu'on libère les gens. Qu'on libère les gens. Vous ne savez même pas. Vous ne savez pas, la plupart des gens ne savent pas de quoi on parle. Je crois que bon, les leaders politiques, là, on doit les amener tous là. Allez faire une histoire d'une semaine chacun en prison comme ça. On saura que lorsqu'on veut nous donner la clé ou envoyer quelqu'un en prison, que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Vous avez fait l'expérience vous-même? Si, j'ai fait l'expérience gratuitement, 100 jours. Mais ce n'est pas grave. J'exerce un métier à haut risque. Okay, je dirais que c'est les risques liés à mon choix de toute façon de vie. Donc il faut libérer les gens. Ensuite, quand on libère les gens, il faudrait donc prendre le chemin de l'Assemblée nationale. Mais avant de prendre le chemin de l'Assemblée nationale, que les deux parties au dialogue se retrouvent, discutent, et puis bon, s'entendent, afin que quand ils rentreront à l'Assemblée nationale, qu'au bout de 48 heures ou une semaine, que tout le dossier soit bouclé. C'est possible. C'est possible. C'est-à-dire que, comment je dirais... Le cadre électoral, la réforme... Oui, c'est limiter le mandat, 2 tours pour la présidentielle, revoir la composition donc, de la CENI. Mais si on veut recomposer la CENI, il faut modifier les lois. Donc vous n'avez pas encore modifié les lois, vous ne pouvez pas prétendre modifier la CENI. On a parlé également de la recomposition de la Cour constitutionnelle. C'est aussi le moment, c'est aussi à l'Assemblée nationale. Allez vous entendre pour enlever cette pesanteur de peine, de souffrance qui pèse sur les Togolais. Alors, dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est des choses aussi possibles à réaliser? C'est possible si on a le consensus. C'est ça. C'est possible, puisque dans ces 4-5e... Plusieurs fois, on a tenté ce consensus. Non, mais maintenant, là, je crois que on est arrivé à un point de non-retour. Oui. Parce que si vous refusez de faire les réformes, les élections vont se passer et sans limitation des mandats, sans 2 tours pour les présidentielles. Je crois quand même que ça va être un coup politique et un coup social grave. Donc pour le Togo, d'aborder les nouvelles échéances électorales dans ce pays, quel que soit la nature donc, de ce scrutin ou de cette élection, sans nous avoir fait les réformes. En tout cas, nous, notre position est claire. Il faut faire les réformes avant de pouvoir s'engager les élections en toute sérénité et prévenir, si vous voulez, donc, les risques, en tout cas, de conflit au lendemain des élections. Oui, mais tout porte à croire que le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille parce que... Vous l'avez interrogé? Oui, mais il fait cavaler seul. Non, je vais vous dire, quand il y a une crise, quand il y a une crise politique dans un pays, de secousses graves dans un pays, on dissout l'Assemblée, on donne la parole au peuple. C'est-à-dire que si nous étions... Vous optez pour la voie référendaire? Non, si nous étions dans une, comment je dirais, dans un pays, les choses fonctionnent bien, il n'y a pas de problème. Ceci, j'ai dit, la crise que le Togo a traversée méritait que l'Assemblée nationale soit dissoute et qu'on redonne la parole au peuple pour voir si le gouvernement qui est là sera reconfirmé dans sa position ou sera infirmé. Or, il se trouve que l'Assemblée nationale actuelle est arrivée à la fin de sa législature, est arrivée à la fin de la législature, de son mandat. Cela veut dire que même si des dispositions contenues de la Constitution lui permettent d'exister, est-il quand même que le mandat légal que le peuple lui a donné
en tout cas ce mandat-là est achevé. Donc il faut aller aux élections. Et donc il ne faudrait pas que cette période-là, cette période où le mandat est fini, on dit que mais vous restez en pause jusqu'à ce que la nouvelle législature rentre. Oui, mais comment je dis, cette période de transition-là, donc n'est pas une période propice pour prendre de grandes décisions. Voilà. Donc il faut sortir de cette situation. Donc l'État, le gouvernement a l'obligation du moins d'aller, de s'organiser pour faire les élections. Ces élections, elles auraient pu être organisées plutôt si, il y avait pas... si le fichier électoral ne posait pas problème. Parce que si le fichier électoral ne posait pas problème, s'il n'y avait pas cette crise, on aurait déjà organisé donc les élections. Et donc, pour moi, le fait que le gouvernement hâte le pas, c'est pour préparer un certain nombre de choses, mais et pour amener également ceux qui de tout entraînent là, pour dire que, ah, écoutez, si vous traînez, nous irons seuls. Mais nous constatons sur le terrain que toute cette, toutes ces formations donc, qui traînent pour le moins le pas, sont sur le terrain en train de sensibiliser la population. Oui, et d'autres disent même qu'ils sont présents dans certains cellules de Moussa à l'intérieur du pays. Je voulais vérifier. Je ne sais pas si c'est dans certains ou c'est un phénomène général. C'est ça. Alors vous trouvez légitime ce que fait le gouvernement? Le gouvernement est à bon droit donc de faire ce qu'il fait. Mais je dis en période de crise, pour rassurer donc tout le monde, le gouvernement peut faire ce qu'il fait, mais il ne faudrait pas que ce soit un pas accéléré. Faire en sorte que les fondamentaux, les trucs qu'il faut préparer avant de démarrer le truc, que les choses se préparent et que lorsque la CENI donc sera complète, que nous puissions donc avancer ensemble pour recréer la confiance, l'espoir et donner également de toute façon un peu plus de... je ne sais pas, d'espérance au peuple que le fait de mener la machinerie électorale là, de manière consensuelle, ensemble, peut-être déboucher sur quelque chose de bien pour ce pays. À votre avis, qu'est-ce qui s'oppose ou bien qu'est-ce qui fait la difficulté pour sur cette démarche? C'est-à-dire aller à l'Assemblée et faire les réformes? Non, pourquoi non, je crois que, bon, je ne veux pas dire que c'est des stratégies politiques. On dit le nombre de députés, non, le nombre de représentants que vous devez avoir à l'Assemblée nationale, c'est connu. Il suffirait seulement que le ou les partis concernés soumettent leur liste donc, au président de l'Assemblée nationale, qu'on les nomme et qu'ils prennent leur place donc, au niveau de la CENI. Donc c'est une question de volonté politique. Pour le moment, je crois qu'ils sont en vacances parlementaires, mais en fait, donc, on peut convoquer donc, une session parlementaire quand on veut. Mais comme c'est annoncé que le 10 septembre, les facilitateurs vont envoyer leurs représentants en présence de M. Brou, je prie Dieu pour que tous les problèmes, en tout cas, qui inhérents, si vous voulez, à cette inertie que nous observons aujourd'hui, que tous ces problèmes-là soient réglés afin que nous puissions marcher ensemble pour préparer les prochaines élections. Le problème aussi, c'est que cette feuille de route, est-ce qu'elle est si coercitive que cela pour s'imposer aux partis protagonistes? Est-ce qu'il y a des obligations de respecter ces échéances, les recommandations, avec une pression justement de la CEDEAO? Oui, mais en fait, la pression est mise donc par la date fixée, la date du 20 décembre. Oui. Si nous convenons tous qu'il y a une crise et que pour cette crise, il y a une thérapie, que la thérapie, c'est la feuille de route, nous ne pouvons pas nous garer la feuille de route et quelque part et dire que non, nous poursuivons donc le chemin. Ce n'est pas possible. Il faut donc appliquer, mettre en exécution ce qui a été dit dans la feuille de route. Si nous prenons donc le risque de dire on ne fait rien et qu'il faut aller aux élections législatives et revenir, peut-être que la configuration de choses, comment je disais, de l'Assemblée nationale peut de toute façon ouvrir d'autres choix politiques autres que du moins ceux indiqués dans la feuille de route. Et le champ du demain, si on va aux élections et que le parti au pouvoir et les autres partis de tout qui se reconnaissent et qui forment ce qu'on peut appeler une majorité plurielle, eh bien, donc, le bout de clé dont disposent les partis de l'opposition aujourd'hui pour construire les 4/5e, on n'aurait pas besoin d'eux. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Oui, et donc, il vaut mieux, donc, en tout cas, pour moi, et implémenter
tout ce qui a été recommandé, c'est même pas, c'est pas compliqué ce qui a été dit. Du moins, comment tu dis, puisque rien de neuf font ça, déjà des serpents. Sauf, comment je dirais, le vote de la diaspora, la recomposition de la Cour constitutionnelle, en fait, elle n'a pas été, comment dire, revendiquée avec tant de bruit, mais elle dit quand même que c'était, si vous voulez, une des préoccupations également au niveau de l'opposition. C'est ça. Alors, justement, je prends le vote de la diaspora. Dans quelle mesure cela peut être fait et que ça n'aurait pas... Il ne faut pas se leurrer. La diaspora ne peut pas voter pour les législatives. Il faut peut-être travailler dur pour que ce soit possible qu'elle vote pour les présidentielles. Alors, le grand sujet aussi du débat, c'est une éventuelle candidature de Faure Gnassingbé en 2020. C'est aussi le sujet qui divise. Oui, en fait, je crois que c'est le sujet principal. C'est pas aussi, puisque les marcheurs avaient donc dit que le président doit partir, et puis on va revenir à C14, la diaspora. Dans tout ce qu'on a... Oui, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que si tu n'es pas en mesure donc d'assumer une promesse, c'est pas la peine donc de dire à ta femme que bon, je vais t'offrir une range neuve couleur blanche donc pour la fin d'année, pour la Saint-Sylvestre. Donc, tout le monde sait, à moins que ce soit du moins un processus, comment je dirais, révolutionnaire. Et puis même là où il y a eu ce processus-là, on sait aussi ce qu'il y a derrière. Bon, les gens n'ont pas eu ça. Et ce n'était pas évident. Les gens n'ont pas eu ça. Parce qu'en fait, c'est difficile hein, quand quelqu'un est installé légalement et que du moins s'il est reconnu sur le plan international, bon, dire que à la limite d'une manière ou d'une autre, si cela devait se faire ici, tous les syndicats que Macron a eu du moins contre lui dans les rues de Paris, dans les rues de France et tout ça, je dis que Macron serait dégagé. Bref, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais en fait, du moins dans le contexte togolais, pour celui qui le connaît, ce n'est pas facile. Ok, ils n'ont pas eu. Et donc, fort du moins ça pour du moins 2020, j'ai dit, pour l'heure, vous-même, vous avez taillé une conscience du moins ce qui est là, et qui lui permet donc de se présenter, qu'il n'y a pas de limitation. Lorsqu'en 2014... Non, le toilettage a été fait unilatéralement, on se rappelle. Non, une seconde. Oui. Il faut savoir raison garder et ne pas de toute façon, comment je dirais, tronquer l'histoire pour les générations qui arrivent. En 1999, il y a eu des élections législatives dans ce pays. L'opposition togolaise avait boycotté dans ces élections. En 2002, on a gagné des élections législatives anticipées. Et nous étions à 6 mois ou 7 mois du départ de la fin du mandat légal du président Yadéban. Les gens ont trouvé encore des raisons de dire nous boycottons. Vous avez boycotté et vous avez laissé la clé des 4/5e donc au RPT pour déverrouiller la Constitution. On déverrouille, l'âge pour être candidat s'est ramené de 45 à 35 ans, et Nambou donc s'est renouvelé à une seule fois, s'est enlevé, on s'est mis sur un boulevard. Mais ça dit que qui a autorisé cela? L'opposition a des responsabilités aussi. Et lorsqu'en 2014, le problème donc de limitation se posait, et que, comment il s'appelle là, Maître Yaouvia Gouibor, Maître Jean Degli, je suis le seul, je suis le seul à ne pas être avocat parmi eux, avions proposé de considérer donc le mandat de 2010-2015 comme du moins un premier, de 2015 à 2020 comme le dernier et définitif de Faure. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a insulté. Et à l'époque, avant de faire cette proposition, nous avons pris des contacts, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et donc, on pouvait accepter. Mais c'est ceux qui prétendent nous faire des leçons aujourd'hui qui ont refusé. Mais je ne sais pas de quoi vous plaignez. Lorsque nous avions proposé cela, je n'étais pas le seul, du moins à le faire, j'étais le premier en tout cas à le proposer, suivi par M. Yaouvia Gouibor, M. Jean Degli. Mais qui a refusé? C'est ceux qui nous disent aujourd'hui que certains sont 80% démocrates, d'autres 40%, d'autres 20%, d'autres sont propres, d'autres sont ceci. Mais dis donc, c'est eux qui ont refusé. Mais maintenant, de quoi vous parlez? Organisez-vous, maintenant, il reste d'une manière ou de l'autre. Légalement, constitutionnellement, si Faure Gnassingbé veut se présenter aux prochaines élections, rien. Je dis bien pour le moins. Le Togo est un pays souverain. En tout cas, sur le plan national, rien ne l'empêche. Allons-y. Vous voulez de toute façon mettre fin, de toute façon, à sa gouvernance, à la tête du pays, très bien. Mobilisez-vous tous. Et passez le mot d'ordre. Il ne faut pas qu'il y ait 20 candidats contre lui.
qu'il y ait un seul candidat et que tout le monde dispose de sa carte, vieux, jeune, oui, de tous âges. Et on commence, vous dites que c'est ça qu'on vote, tout le monde vote à midi, tout est réglé. Non, ça ne se fera pas comme ça. Parce que au sein de l'opposition, il y a des calculs, il y a ceci. Voilà la réalité. Maintenant, de toute façon, on ne va pas se tromper tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une seule façon, il n'y a pas deux. Une seule façon. C'est que les gens s'inscrivent massivement. Ils retirent leur carte massivement. Ils votent massivement. Ils suivent le vote massivement. Je dis à midi, de tout dans l'alternance à réaliser. Si c'est ce que vous voulez. Ils sont combien à vouloir l'alternance? Ceux qui, du moins, se la réclament le jour et le soir, du moins, vont coucher de toute façon avec... je ne sais pas. Voilà, du moins, la réalité du monde dans lequel... Mais dans tous les cas, ce que je dis est la suivante. Quels que soient les errements, de toute façon, de certains acteurs de la classe politique, la gouvernance doit faire des efforts. Doit faire des efforts, faire en sorte que nous soyons dans un État qui protège. L'État doit protéger. Protéger, ça veut dire que je vais à l'hôpital. La protection que je veux, c'est que je trouve des infirmiers, des médecins qui me soignent. Je vais à l'école, je trouve donc des enseignants compétents, avec des conditions de tout temps correctes, qui me transmettent le savoir dont j'aurais besoin pour de toute façon gérer les défis du futur. Très bien. Je vais dans un commissariat, oui, je trouve des policiers humains qui m'accueillent, qui m'écoutent, mais pas qui me désavantage par rapport de toute façon à quelqu'un qui est étranger et qui peut-être est en meilleure situation que moi. Je voudrais que l'État également, au niveau des sociétés, protège, crée des conditions. Est-ce que nous on fait une fiscalité douce pour que nous permette, comme contrainte à ces sociétés, d'embaucher des jeunes? Oui, je veux que l'État mette, si vous voulez, de toute façon, dans des associations, au niveau donc, des banques, ou prenne des dispositions pour que j'ai un start-up. Je veux qu'on me finance mon start-up. Oui, je trouve un intelligent. Oui, je veux que l'État me protège. Je ne veux pas de toute façon être à la merci de ceux qui me louent des maisons. Oui, encadrer le loyer, encadrer les cautions. Voilà, je veux un État qui protège, qui permette de... Si de toute façon, vous voulez continuer, mais continuez de toute façon avec des règles qui épanouissent les Togolais, avec des règles qui donnent la dignité aux Togolais. Il y a des scènes énormes quand vous voyez, vous dites, mais on est où là? Cette histoire donc de l'esprit, donc chacun pour soi, chacun pour soi, et Dieu, quoi, comment on dit ça? Oui, non, le Togo est un pays qui se singularise par sa solidarité au fil des années. Donc, soyons solidaires et ne restons pas indifférents par rapport, du moins, aux souffrances des autres. Soyons également, de toute façon, justes. Si quelqu'un mérite un droit, oui, ne jouez pas avec cela. Voilà ce que je veux dire. Et ce que je dis, c'est valable aujourd'hui, c'est valable pour demain. Le Togo est un pays puissant, du moins par sa nature, et c'est du moins de lui restituer sa puissance, de lui restituer de tout ça, comment je dirais, son hospitalité et également son génie inventif. Ils sont nombreux aujourd'hui les jeunes qui sortent. Quel avenir nous leur prenons? On fait tous ces jeux-là, ces calculs-là. Si c'est lui, non, il n'ira pas, c'est moi qui vais aller. Je demande qu'on écrit, arrêtez tout cela. Arrêtez cela. Et mettons-nous ensemble pour travailler. Oui ou non, lui il est dangereux. Oui, il est trop intelligent. Il ne peut pas travailler là-bas. Pourquoi vous faites ce calcul-là? Le Togo n'appartient à personne. Il appartient à tous les Togolais. Oui, mais à condition que la situation politique soit aplanie, assainie aussi. Hein, pourquoi? C'est-à-dire qu'à la limite, pourquoi voulez-vous qu'à chaque fois que nous ayons un problème à débattre, ce problème doit avoir de nature politique? Non, on peut discuter des problèmes économiques, de la gouvernance, avec tous ceux qui sont dans les exécutifs aujourd'hui. Pourquoi? De quel droit quelqu'un qui a, je ne sais pas, qui a fait 20 ans un poste administratif, un poste public, va continuer pas à être là-bas? 20 ans. Non, il faut qu'il y ait des règles. Pourquoi il va faire 20 ans à un seul poste? Mais c'est tout ça qu'on veut changer. Non, justement, de toute façon, une seconde. Si nous voulons le changer, donnons-nous le moyen de changer. Si nous ne posons pas le problème. Pour le moment, vous n'arrivez pas à vous organiser pour avoir la majorité de l'Assemblée nationale. Ça, de tout temps, c'est extrêmement difficile. Parce que celui qui prend l'Assemblée nationale, il prend tout le pouvoir dans le pays. Celui qui contrôle l'Assemblée nationale, il prend tous les pouvoirs. C'est comme ça. Si tu as la majorité, tu sors le gouvernement. Tu es la présidente de l'Assemblée. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Dans l'installation des autres institutions, tu nommes le président de la Hague, tu nommes le président de la Cour constitutionnelle. C'est l'Assemblée, l'enjeu. Et donc moi je dis, on n'est plus pas le temps. Ok, on va y aller. Mais après, il faut qu'on s'asseye. En tout cas pour les générations futures, trouver une autre solution
s'agissant donc du découpage électoral et du mode de scrutin donc pour les élections législatives. Ça, je ne dis pas, je ne veux pas compliquer le menu pour les acteurs politiques. Pour l'heure, je dis, ce problème, Obi ne le porte pas. Mais après les élections législatives, Obi va porter ce problème-là, toucher du doigt le problème du découpage électoral et du type de scrutin. Puisque je dis... Donc vous avez des propositions en ce sens? Oui, mais nous ne les sortirons pas. Parce que, vous avez... On a mis 5 sujets sur le tableau. Vous n'arrivez à rien faire. Nous allons encore ajouter d'autres sujets, mais on va compliquer la situation. Je suis pressé qu'on sorte du monde de cette situation politique et libérer, donner du monde des chances aux Togolais de respirer. C'est dur en ce moment. Donc vous avez des propositions en ce sens pour sortir, pour aller vers ce que vous dites là, au but le schéma de sortie. Obi a déjà communiqué son chemin de sortie, mais je dis bien, la gouvernance du pays est la gouvernance du pays, où le cœur de la gouvernance du pays se trouve à l'Assemblée nationale. Ok? Donc celui qui contrôle l'Assemblée nationale, de toute façon, dispose de tous les leviers de commandement du pays. Et donc l'enjeu, il est à l'Assemblée nationale. Et donc je dis bien que c'est difficile si l'opposition ne se rassemble pas autour d'une seule liste d'espérer obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Y compris au but aussi, n'est-ce pas, dans ce rassemblement? Non, naturellement. Mais où est-ce que vous voulez, que nous sommes une association politique? Nous avons été aux élections présidentielles, nous avons montré notre preuve donc sur le terrain. Si ce n'est pas des mesquineries, nous serons à l'Assemblée nationale. Personne du monde ne dit, oh, ils sont ceci. Oui, on le sait. Si ce n'est pas ça, nous serons représentés à l'Assemblée. Mais de toute façon, ce n'est pas un problème. Nous serons dans la prochaine Assemblée nationale. Quoi qu'on fasse, nous serons à l'Assemblée nationale. Nous serons dans la prochaine Assemblée nationale. Je ne connais pas du monde la proportion, mais nous-mêmes, nous avons ici, nous serons à l'Assemblée nationale. Oui, je dis, l'imposture et les manœuvres de 2013 n'auront pas cours en 2018. Seul, bien sûr, ou bien... Je ne sais pas. Si demain, le mouvement global que je décris dit qu'il faut que nous mettions ensemble pour du moins avoir un nombre de sièges conséquent à l'Assemblée nationale pour peser sur les destins de la nation, Obi ne se singularisera pas en se mettant à l'écart. Nous serons dans le mouvement. C'est cela. Bien, merci. Alors, cette question peut-être un peu indiscrète. Hein. Vous avez été plusieurs fois ministre, président de l'Assemblée nationale, président de Premier ministre. Qu'est-ce qui vous manque alors? D'être heureux et d'avoir pu imprimer donc à ce pays la marque de l'excellence, le goût du travail bien fait et la conviction de moi que le Togo a les capacités d'aller encore plus loin. En occupant les plus hautes charges de l'État? En étant dans la situation dans laquelle je suis en ce moment. Pas plus d'ambition que ça? Vous savez, quand on crée un parti politique, on a l'ambition de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Je ne suis pas encore trop vieux. Attendons de voir ce que le dessin va faire. C'est cela. Bien, merci, M. Agbono Kodio. Que dire en fait d'émission? Quel message en ce temps et quel message, aussi bien l'endroit du parti au pouvoir que de l'opposition, et pour vraiment que nous sortions de la situation? D'abord, au peuple togolais, je dirais il n'est pas encore tard. Soyez confiants. Au pouvoir et à l'opposition, je dis, il n'y a que le Togo qui compte. Merci. Merci pour ce temps passé au studio. Mes téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de rencontre et on se retrouve la semaine prochaine pour 2 idées. Au revoir et à très bientôt. Merci pour